Bien, nous allons débuter cette séance du Conseil municipal en vous remerciant de votre présence, mes chers collègues du Conseil municipal et le public, bien entendu, qui est présent, la police municipale qui est présente aussi pour assurer la sécurité, Nice Matin, et le service communication qui enregistre nos débats, puisque ça sert de compte-rendu. Hein. Et vous avez vu qu'il y a 2 petites caméras qui ont été rajoutées pour permettre, parce que la caméra telle qu'elle est disposée, on ne voit pas forcément tous les collègues, et comme ça vous permet aussi d'être vu si vous intervenez. Voilà. Nous allons procéder à l'appel, et si vous êtes d'accord, on va demander à Madame Nouraganem, Maître Nouraganem, d'assurer le secrétariat et de procéder à l'appel. Donc si elle retrouve son... Bonsoir à tous. Monsieur Charles Sibetta, Monsieur Philippe Norijon, Monsieur Jean Cavallaro, Madame Patricia Franco, Monsieur Michiel Kyoko, Madame Nathalie Damiano, représentée par Monsieur Charles Sibetta, Monsieur Alain Macario, Madame Esther Aimé, Monsieur Xavier Quinsac, Madame Françoise Couturier, Monsieur Philippe Josselin, Monsieur Stéphane Révélo, Madame Marie Santoni, Madame Eliane Gasto, qui sera représentée par Monsieur Jean Cavallaro à son départ, Madame Christine Martinez, représentée par Madame Françoise Couturier, Monsieur Laurent Girardot, représenté par Monsieur Michiel Kyoko, présent pour lui, Monsieur Jean-Louis Toche, Madame Valérie Chevalier, moi-même présente, Monsieur Mehdi Mkinini, Madame Colette Legrand, Monsieur Brahim Naïtidja, Madame Marie-Christine Lepagno, qui sera représentée par Madame Santoni à son départ, Madame Fabienne Boissin, représentée par Monsieur Paul Mitzner, Monsieur Paul Mitzner, Madame Anna Luneau, Monsieur Yannick Bernard, Monsieur François-Xavier Noat, Madame Élise d'Aragon, Monsieur Michel Toris, Madame Audrey Brandolin, représentée par Monsieur Michel Toris, Monsieur Marc Lepers, Madame Estelle Borne. Je crois que le quorum est largement atteint, donc nous allons pouvoir délibérer normalement. Et avant d'aborder l'ordre du jour du Conseil municipal, je voudrais donc avoir votre approbation sur une délibération qui vous a été envoyée tardivement. C'est la délibération 11.2 qui concerne le CFA de Carrosse, la convention de mise à disposition de services entre la métropole Nice-Côte d'Azur et la ville de Carrosse. Donc je vous explique simplement, nous l'avons reçu nous aussi très tard, nous n'avions pas pu vous l'envoyer au moment où vous avez reçu l'ensemble des convocations. Donc nous vous la soumettons, mais bien entendu, s'il y a la moindre objection, je retire cette délibération et nous ferons un conseil municipal exceptionnel le 15 décembre 2017. Voilà. Alors, 2007. Alors, y a-t-il des oppositions à ce qu'on étudie cette délibération? Je repose la question, mesdames et messieurs, y a-t-il des oppositions à ce qu'on rajoute cette délibération? J'ai une question, oui. Une précision. Là, ce que vous venez de dire, c'est que vous actez un conseil municipal extraordinaire le 15 décembre, où vous annoncez une date si jamais il y a une... J'annonce une date. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un s'oppose
si quelqu'un s'oppose à ce qu'on étudie cette délibération, puisqu'elle vous a été envoyée, on va dire tardivement, je la retire. Hein, et nous ferons un conseil municipal extraordinaire le 15 décembre 2017. C'est d'accord. Voilà. Y a-t-il une opposition? Non, vous l'avez reçu par la poste. Par mail. Par mail. C'est évident. C'est simplement une convention de mise à disposition de services parce que la métropole n'est pas prête aujourd'hui à procéder, si vous voulez, à la reprise d'activité, en particulier au niveau du personnel. Les procédures sont longues par rapport au personnel, donc il faut refaire des bilans. Voilà, il y a des entretiens individuels qui sont prévus et là, ils ne sont pas prêts. Voilà. Donc c'est pour ça que cette convention, c'est juste la mise à disposition de services pendant une période de 3 mois, renouvelable une fois. C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'au au 30 juin 2016, encore une fois. Voilà, c'est juste la convention de mise à disposition. Tout. Pas d'opposition, donc on la garde et ça évitera peut-être un conseil municipal donc, le 15 décembre, en tout cas je l'espère. Je vous remercie de votre accord. Avant d'aborder, si vous voulez, l'ordre du jour, je voudrais avoir une pensée, et je pense que vous le ferez également, pour notre ami Félix Silvestro qui nous a quittés. Félix Silvestro, c'est un personnage, on va dire, dans la ville de Carrosse. Il faisait partie aussi des équipes municipales avec monsieur Jaboulet. Puis c'est lui qui a fondé l'association des Niçois du canton. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est énormément investi dans l'intérêt général. Et puis on avait toujours plaisir à le rencontrer, à discuter, à échanger avec lui. Voilà, donc si vous voulez bien, on ne va pas faire de minute de silence, c'est pas le but, mais voilà, rendre hommage à Félix Silvestro et avoir une pensée pour lui et pour sa famille, à laquelle nous faisons part de toute notre sympathie. L'enterrement, les obsèques auront lieu demain à midi au crématorium pour ceux ou celles qui souhaitent s'y associer. Voilà, moi je risque d'avoir un problème parce qu'on a une grosse journée demain à la métropole. C'est la journée de l'assemblée plénière, mais je vais essayer de me libérer en mesure du possible parce qu'en plus il y a les délibérations sur le CFA, donc ça va être un peu compliqué. Voilà, mon épouse sera là par contre et je crois qu'il y a beaucoup d'élus, un certain nombre d'élus qui seront présents et je vous remercie de me représenter. Une bonne nouvelle aussi, je crois qu'on ne s'est pas réunis depuis, c'est la naissance d'un deuxième enfant. Alors, 3 maintenant, tu en as? Je n'ai pas les prénoms en tête, je suis désolé, si tu pouvais les donner. Donc c'est notre collègue dans François-Xavier Noat, son 3e enfant, on tient à te faire part de toutes nos félicitations. Quels sont les noms de ces enfants? Alors Guillaume pour le dernier arrivé, donc qui est Guillaume en provençal. Cassandre, c'était donc la fille qui a maintenant 1 an et demi, et en grand, Lève, donc Léo en russe, donc qui lui a 11 ans. Il y a aussi des mariés, je ne sais plus si on avait signalé des jeunes mariés. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Voilà. Donc je voulais terminer par ça. Encore une bonne nouvelle, c'est que nous avons des jeunes collègues qui se marient, et en l'occurrence notre adjoint à la sécurité
Et là aussi, on voudrait te faire part de toute notre sympathie et de toutes nos félicitations. Donc lui ici s'appelle Xavier, pas François, hein, mais il y a 2 Xavier qui sont à l'honneur ce soir. Voilà, toutes nos félicitations à toi et à ton épouse. Qui c'est le Christian? Aucun rapport, ça. C'est toi qui l'as dit, et on peut effectivement, hein, puisque tu nous le suggères, féliciter également le président de la métropole, Christian Estrosi, puisque tu nous l'as suggéré, on s'y associe bien volontiers, avec beaucoup de plaisir. La désignation de secrétaire des séances est faite, l'approbation du compte-rendu donc, qui est filmé, y a-t-il des observations? Non. Contre, abstention, donc il est voté. Nous allons commencer par les points qui concernent les finances, le développement économique et l'emploi et le personnel. Et je vais laisser tout de suite la parole à mon premier adjoint, donc Philippe Norijan, qui va les présenter. C'est à toi qui as la parole, Philippe. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous et à toutes. Donc, le premier point concerne le budget d'engagement de dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif. Donc, c'est quelque chose que l'on fait systématiquement, qui nous permet, donc, avant l'adoption du budget primitif, d'autoriser, hein, après l'accord du conseil municipal, d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget. Donc sur cette base, l'autorisation peut porter sur un maximum de 800 000 € pour le budget de la ville. Bien, donc vous avez compris, c'est quelque chose que l'on fait systématiquement pour permettre de réaliser des investissements à partir du 1er janvier jusqu'au vote du budget. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, le point suivant de l'ordre du jour, c'est un projet de délibération qui concerne la durée d'amortissement des immobilisations corporelles. Donc la ville de Carros avait délibéré en décembre 2012 afin de mettre à jour une liste d'amortissements pratiqués. Donc le but de ce projet de délibération, c'est de rajouter à cette liste 2 comptes qui n'étaient pas prévus à l'origine, qui sont les réseaux d'eau et les réseaux câblés. Donc l'amortissement prévu est un amortissement linéaire sur 20 ans, donc rien d'extraordinaire. Et donc ça débutera en janvier 2016, bien sûr. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point 1.3. Point suivant de l'ordre du jour, c'est l'indemnité de conseil versée au comptable du Trésor. Donc ça, c'est également quelque chose de récurrent. Donc l'indemnité de conseil est allouée au comptable non centralisateur des services extérieurs du Trésor, chargé de la fonction de receveur des communes. Donc à quoi sert cette indemnité? Elle constitue des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, comme défini bien sûr par l'arrêté interministériel. Alors, le calcul est basé sur une moyenne annuelle de dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement afférentes aux 3 derniers exercices, à l'exclusion bien sûr des opérations d'ordre qui n'ont aucun impact financier réel, et appliquer un barème spécifique dégressif. Alors annuellement, ça représente à peu près 3 000 € annuellement. Donc là, c'est monsieur Christian Flumiot qui est responsable du Centre des finances publiques. Y a-t-il des questions sur ce point? Donc je posais juste la question parce qu'on vient de recevoir justement une lettre du comptable, la Direction Générale des Finances. Bon, ils sont partis la chercher, c'est l'occasion d'en parler rapidement, qui nous dit que, il note en fait les communes sur leur gestion, hein, et sur l'année 2015 ou 2016 c'était? Sur l'année 2015, ils attribuent des notes comme à l'école. Et la ville de Carros s'est vue attribuer la note de 17,2.
Ça fait quoi ça, 17,2? C'est mention très bien, non? Hein? Sur 20. C'est mention très bien. Et la moyenne était bonne quand même, la moyenne. 15, quelque chose, on va vous le dire précisément. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est largement au-dessus de la moyenne. 15,7. Et nous avons eu 17,21. Voilà, nous allons pouvoir vous le publier. Et donc, le comptable se félicite de ce bon résultat, qui est le fruit des efforts conjoints fournis par vos services et par les miens. Tant mieux. Donc, il vaut mieux avoir une bonne note qu'une mauvaise note. Nous allons procéder au vote. Tu fais voter ou pas? Non, qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Décision modificative numéro 1, le point 1.4. Donc décision modificative du budget. La décision modificative numéro 1 comprend également les réajustements concernant l'aide de soutien octroyée par l'État pour la renégociation des prêts à risque. Donc ce que je vous propose, puisqu'on va passer sur la partie fonctionnement puis investissement, c'est de démarrer sur la section fonctionnement, de commencer par la colonne des dépenses et ensuite passer aux recettes. Alors, à l'exception des deux premières lignes, parce que les deux premières lignes sont des écritures complémentaires, en fait. Donc, les deux premières lignes, ce sont des autres produits financiers en dépenses pour un montant de 101 054 et de 31 985. Et en contrepartie, vous voyez à côté, vous avez des produits financiers en recettes pour 109 475 et 34 650. Donc ça, ce sont les octrois de l'État liés à la renégociation des emprunts à risque. Mais cette négociation se fait sur une période de 12 ans. Donc l'État nous octroie annuellement une certaine somme. Donc on est obligé de passer en écriture le montant total en dépenses et le montant total en recettes. Et la différence des deux représente l'octroi annuel de l'État. En subvention, hein, bien sûr. Et on continue. Vous souhaitez qu'on voit les lignes les unes après les autres ou... Alors, oui. Oui. Vous avez apporté une partie de la réponse sur aussi bien en dépenses qu'en fonctionnement. Au niveau des recettes de fonctionnement, les natures 75, 24 et 77, 88, vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qu'on entend là derrière? Sur cette ligne-là? Ouais, sur autres revenus d'immeubles et produits exceptionnels. Ah, mais je vais balayer tous les postes. Hein. Non, mais... Écoutez, il veut que concernant. Allez-y, quelles sont les informations que vous souhaitez avoir? Voilà, juste les autres, ça... Lequel, monsieur? Autres revenus d'immeubles et produits exceptionnels divers dans la section recettes de fonctionnement. Alors, en recettes de fonctionnement, le poste 75-24, ce sont des recettes supplémentaires de location de biens immobiliers de la commune à des tiers. Par contre, si je me permets juste puisqu'on a fini sur le poste du financement à risque, je me permets quand même d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a 2 ans, quand on a voulu renégocier ces prêts, on n'était pas dans une prévision de Brexit anglais et qu'aujourd'hui, vu le contexte international, on se félicite d'avoir renégocié ces prêts parce que les risques auraient pu être très importants. Personne n'aurait imaginé il y a 2 ans ce Brexit. Ça peut avoir des impacts financiers importants et ça aurait pu pour la commune avoir un impact sur l'endettement qui est énorme et qui peut mener même certaines communes au dépôt de bilan. Parce que c'est indexé à la livre, je crois. C'est indexé sur la livre. Et de manière vraiment approximative, on a essayé d'estimer il y a déjà quelques temps l'impact de 1% de modification sur le taux de base pour entraîner à peu près 800 000 € de dettes supplémentaires pour la commune. Quel était l'autre poste que vous souhaitiez? 77-88, produits exceptionnels divers pour 53 €. Tu l'as pas. Alors le 77-88, c'est le remboursement d'assurance de dégâts des eaux de gymnase. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Personne n'y croyait. Je peux vous assurer qu'il a fallu mobiliser tout le monde, téléphoner aux assurances, parce qu'on nous a dit mais non, vous n'aurez rien. Il ne faut jamais rien lâcher, voilà. Donc ça c'est quelque chose que je dis à tout le monde. Ne lâchons rien. Même lorsqu'on vous dit que non, c'est pas possible, vous n'aurez rien, il faut insister, il faut revenir au créneau. Ces 53 000 €, ils n'étaient pas prévus et ce n'était pas facile de les obtenir.
Oui. Juste quelques précisions. Ce sont des modifications de montant. Oui. Donc, C'est déjà justement, c'est équilibré. Voilà, Oui. vous allez voir ce qui était prévu. Oui, mais c'est équilibré, donc il y a des plus et des moins pour voilà, mais il y équilibrer. a quand même de grosses différences Oui. que je ne comprends pas très bien. Sur quel poste? Alors, par exemple, justement, sur le poste dont parlait autre revenu d'immeuble, c'était 117 000 € qui étaient prévus, et en fin de compte, on n'a eu que 13 000 €. C'est ça? Non, Non, 13 000. c'est 13 000 en plus. La différence, C'est en oui, plus. c'est en plus les 107 000. Non. Là, ce qui figure là, ce sont juste les ajustements. Les deltas. Ah, voilà, Les ça deltas. change beaucoup de choses. Oui. Non, c'est en plus, c'est des recettes supplémentaires par rapport à ce qui avait été prévu. Donc partout, c'est pareil. Oui, ce sont que les ajustements. Justement. Les ajustements en recettes doivent correspondre aux ajustements en dépenses. C'est que des plus. Oui, dans les deux cas. Dans le fonctionnement. Par contre, une mauvaise nouvelle, toi tu peux en parler, hein, le fonds de péréquation, hein, il va falloir qu'on dépense 34 500 € de plus qu'il était prévu. Ça, tu peux dire deux mots, ça c'est encore l'État. Le problème du fonds de péréquation, c'est que c'est une loi qui date de 2012, et pour ne pas impacter trop fortement les communes, il y a, j'allais dire, un prélèvement progressif jusqu'en 2016. Et là, donc, par rapport aux prévisions de l'année passée, l'État nous demande, au travers du fonctionnement d'État, 34 500 € de plus. Alors, le fonds de péréquation, c'est quoi? C'est un prélèvement sur les recettes municipales qui sont versées au niveau de l'État. Et au niveau métropolitain, ensuite, on redispatche ce montant-là au niveau des différentes communes en fonction de la potentialité fiscale et en fonction de la potentialité de revenus. Donc, c'est une répartition de ces montants-là liée, bien sûr, à la demande de l'État de la loi de 2012, prélèvement de l'État de la loi de 2012. Et qui pénaliserait presque les collectivités qui ont une bonne gestion, hein, qui font rentrer le plus de recettes et qui arrivent à dégager le plus de recettes, elles sont pénalisées. Parce qu'on dit, voilà, vous avez trop de recettes, il faut répartir avec les autres collectivités qui en ont moins que vous dans l'ensemble du territoire. Sur le principe, c'est une bonne intention, mais ça ne pousse pas à être vertueux, quelque part, hein, et à inciter à faire rentrer des recettes. Puisque quand vous faites rentrer trop de recettes, eh ben, on vous en prend une partie et on les donne ailleurs, à ceux qui ne font pas forcément l'effort. Vous voyez, là, il y a un problème, là, quand même. Pour être bien sûr d'avoir compris cette histoire d'ajustement, par exemple sur les études. Voilà, sur les études, Oui. dans le fonctionnement, vous nous donnez un nouveau montant. Il y a 18 800 € de plus qu'il était prévu. Voilà, qu'ils ont dépensé en plus, c'est ça? Oui, de plus Voilà, qu'il était prévu. voilà, donc, Oui. C'est toujours plus qu'il donc, en n'était fait, prévu. À l'origine, il était prévu 72 Oui, c'est ça. 730 €. Et on rajoute 18 800. Vous avez dépensé en frais d'études pratiquement 20 000 €. Voilà. On a rajouté 18 800 € de plus. Oui, Non, mais c'est pour la oui, c'est ça, du c'est ça. tableau, parce que pas C'est clair. exactement ça. D'accord. Bah, si, c'est clair. Ça veut dire que par exemple, pour les frais d'affranchissement, vous aviez prévu 30 000 €. Et il y a 5 000 € de Il y a 5 plus. 000 € de plus. Ouais. 35 000 €. On peut l'expliquer. C'est par les... Voilà. le Si changement vous voulez, des on avait réduit déjà les frais d'affranchissement. Hein, et par contre, il y a Puis eu... le BP l'année passée. On les avait réduits. C'est en fait le changement de fonctionnement au niveau de la notification des marchés Des marchés publics. Donc on a tout fait en lettres avec l'accusé-réception, donc ça génère des coûts complémentaires. Il y a eu plus de marchés publics et plus de notifications. Plus de notifications. Donc par exemple, les frais de télécommunication, il y avait 88 000 € de prévus. Vous avez 6 000 € de plus. Absolument. Voilà. Mais si vous regardez dans les En fait, prévisions... c'est le tableau qui est présenté de telle façon que vous ne comprenez pas Oui. ce qui était dit. Et donc du coup, bien dire... Madame d'Aragon, si vous regardez... Les dépenses en plus Oui, par rapport au BP. oui, mais il y a des recettes en plus et il y a des dépenses... On est d'accord. Oui, bien sûr. D'accord. Et si vous regardez bien, en particulier sur certains postes, ils avaient déjà été à la baisse. Si on reprend le poste de télécommunication avec les 6 000 € de plus, on avait prévu au budget 2016 88 000 € de dépenses, alors que l'exécuté 2015 était à 113 315. C'est-à-dire qu'on avait anticipé une baisse des consommations télécom, mais bon, on a fait un Elle est un peu moins forte Voilà, qu'en 2015, mais il y a quand même baisse. On est à 94 000 au lieu de 113 000 pour 2015. Voilà, en gros, si on intègre la modification. Vous comprenez? Il y a quand même baisse, hein. Je trouve que le tableau est présenté de façon Bah, un petit peu... non, enfin... Nous, on n'avait pas compris tout de suite. Bah, on l'a Mais compris. merci pour vos précisions. Ben voilà.
Et ce n'est pas parce qu'il y a une hausse comme les frais de communication qu'on a dépensé plus qu'en 2015. Hein. On a quand même dépensé moins. C'est-à-dire qu'on a dépensé 20 000 euros de moins, c'est-à-dire qu'on a prévu une baisse peut-être un petit peu trop forte. Mais il y a baisse quand même. Mais il y a baisse quand même. Ah oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On pousse à faire des économies, les économies sont là. Comme tu dis, il y a 20 000 euros de moins. 19 000 euros de moins en frais de téléphone, c'est pas rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Oui, M. Bernard. Non, c'est juste pour vous expliquer notre vote. On va voter pour. Ça touche au budget, c'est le On est d'accord. politique. On votera contre. J'ai compris, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est lié au budget, c'est lié à l'exécution du budget. Donc quand vous avez voté contre le budget, c'est logique. Donc qui est contre? Pareil pour le groupe Front National, opposition. Pas de problème, M. Toris. Donc toute l'opposition est contre. Qui s'abstient? M. Lepers. Et les autres votent pour. C'est bon? Vous avez pu noter? Très bien, le point... les ressources humaines maintenant, le point 1.5. Le point 5, c'est donc la mise à jour des taux de rémunération des activités accessoires de la direction de l'éducation et de l'enfance. Donc il convient de moduler les tarifs de rémunération des activités accessoires selon les critères de qualification requises et les conditions de diplôme exigées. Donc c'est la volonté de ce projet de délibération. Donc M. le maire propose de mettre à jour les taux horaires des agents recrutés en activité accessoire et de les aligner au montant des vacations, conformément au tableau joint en annexe. Donc en annexe, vous avez donc, au niveau de la direction de l'enfance et des sports, les différents montants forfaitaires bruts en fonction des niveaux de qualification requis pour la mission. Des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. C'est toujours à vous, M. Norijan, le point 6. Alors, le point 6, c'est une modification, cette fois-ci, de la délibération du 15 septembre 2016, portant sur la création d'un poste CUI à la direction technique. Donc, toujours les mêmes conditions, 75% du taux horaire brut du SMIC en vigueur. Ça concerne un poste de plombier à la direction technique, et donc le passage de 20 heures à 35 heures. Tu donnes des explications, je donne quelques explications supplémentaires. Donc en fait, vous aviez voté cette délibération, et nous étions partis sur un contrat CUI-CAE de 20 heures. Quand il y a la commission de recrutement s'est tenue, ils se sont rendus compte que, écoutez, qu'il y avait une opportunité parce qu'en fait, il y avait deux jeunes qui étaient vraiment à la hauteur. Et en recrutant ces deux jeunes, non plus à 20 heures, mais à temps complet, on pouvait avoir, avec un coût, un delta très, très faible, hein, puisqu'on change de nature de contrat. On passe d'un CUI-CAE à un contrat d'avenir pour les jeunes, hein, avec des subventions de la part de l'État plus importantes, puisqu'elles étaient de l'ordre de 75%. Donc voilà, ça nous a été soumis, et sachant qu'il y avait des besoins en même temps auprès des services techniques, moi j'ai accepté, mais ça nécessite qu'on revoie la délibération, puisque la délibération portait non pas sur un contrat d'avenir, mais sur un contrat CUI-CAE. Hein, on a saisi cette opportunité pour bénéficier de deux jeunes qui ont vraiment les compétences, hein, après, en tout cas, c'est ce que nous disent les personnes qui ont recruté, avec un petit delta qui est minime par rapport au service rendu à la collectivité. Voilà, d'où l'objet de cette convention. Je crois qu'on vous a adressé, comme vous l'avez souhaité, les tableaux avec l'ensemble des emplois aidés. Hein, vous l'avez reçu ou pas? Non. Le tableau a été fait, je l'ai vu, moi je l'ai consulté, donc il a dû être fait, mais il est envoyé par les services. Alors les deux postes dont on parle, celui-ci et le prochain, ce sont deux agents de moins de 25 ans. Deux jeunes de moins de 25 ans. Désolé pour le rater, parce que le tableau est fait, et oui, il est fait, comme vous l'aviez souhaité, on devait vous l'envoyer. Moi j'étais persuadé que ça avait été Ça date de envoyé. juin quand même. Hein.
Comment? Ça date du mois de juin. Oui, mais ça a été, il était fait. Et vous voyez, quand je vous dis, vous avez dû recevoir, j'étais persuadé que vous l'avez reçu, on va vous l'adresser dès demain, hein, puisqu'il est prêt et vous auriez dû le recevoir. Bien, y a-t-il des interventions? Pour savoir du coup, il y a combien de contrats de ce type-là? Mais vous les avez, c'est ça le problème. C'est que vous avez le tableau, si, tu l'as là, le tableau. Là, vous nous informez du nombre de... Oui, mais vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez le nombre de personnes, le type d'emploi, vous avez le coût, le delta, etc. Alors, on va vous le chercher. Mais pour moi, c'est pour ça qu'on ne l'a pas pris, c'est parce que j'étais persuadé que vous l'aviez reçu. Alors, il vous sera adressé dès demain matin par mail, ou je dirais même plus dès ce soir par mail. Vous parliez de delta entre les deux contrats. Quelle est à peu près la... 400 €. 400 € pour Chargé. passer de 20 heures à 35 heures, c'est 400 € chargés. Ouais, chargés. D'autres interventions? Allez, qui est contre? Oui. Dans l'esprit même de ces contrats, c'est d'être... il y a une marche avant l'emploi des... On est d'accord. Bien d'accord. On serait intéressé pour connaître les actions de formation liées à l'emploi que la ville va proposer. On va vous les envoyer. Que vous embauchez comme ça. On va vous les envoyer. Les plans de formation sont prévus, il y a le DRH qui est derrière. Il n'y a pas de problème, on a bien compris l'esprit et on est vraiment très attaché à respecter l'esprit de ces contrats. Très important pour nous. Nous, notre groupe, on s'abstiendra parce que justement, on n'a pas eu toutes ces informations. On ne sait pas combien de contrats de ce type-là. Ok. On ne connaît pas les actions de Ok. formation. Il n'y a pas de problème. Je vous rappelle que il n'y a pas de moyen de déguisement dans quoi que ce soit. D'ailleurs, le gouvernement nous pousse, vous le savez très bien, Madame Élise d'Aragon, le gouvernement que vous soutenez, je pense, nous pousse à embaucher. Ben, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Nous pousse à embaucher, hein, et ils sont très pressants pour dire continuez à utiliser, vous avez un volant de CAU, de contrat d'avenir, etc. Hein. Je ne dis pas que c'est pas parce qu'ils nous poussent à embaucher qu'on va embaucher, on le fait quand il y a des besoins et quand il y a des possibilités de faire avec, comme vous le dites très justement, une possibilité aussi pour ces jeunes d'avoir une formation. Hein. Voilà. Donc, vous y opposez, il n'y a pas de souci. Il y a tout de même, je ferai juste une petite remarque, il y a tout de même des cas où évidemment on est content de ce type de personnes et on recrute très très content en interne. Et la volonté c'est bien sûr, c'est de ne pas jouer la carte de la précarisation. La preuve, c'est qu'on passe du contrat de 20 heures à 35 heures. Donc là, on a, je pense, des contrats qui sont dignes d'une personne, de façon à ce qu'elle puisse vivre correctement. C'est du gagnant-gagnant. Madame Aluno. Attention, ça va tomber là-bas. C'est vrai que c'est mal fait. Prenez l'autre, Madame Aluno. Est-ce qu'on peut en racheter quelques-uns de plus là, ou c'est fini? Il y en a d'autres qui je sais pas, il y en a qui n'ont pas été renouvelés, du micro. Il semble qu'il y en a des plus. Alors, tu t'en occupes? Alain, ça fait rien. Non, il y en a deux là, on les change. Hein? Non, on n'est pas là pour le moment. Déjà, renouvelons ceux qui sont en panne. Hein? Madame Aluno, je vous en prie. Bien, ma question ne porte pas sur les micros, parce que le débat est clos. Sur ma demande de bilan que j'avais formulée au mois de juin, dont j'attends toujours les réponses. Je voudrais juste vous préciser... Bah, attendez, je crois qu'il est parti faire des photocopies comme ça. C'est pas ça que j'ai compris. Demandez à... J'ai compris que vous aviez travaillé là-dessus. Je voudrais juste repréciser... Oui, mais faites des photocopies et vous les remettez à tout le monde. Qu'il s'agissait, c'est vrai, d'un bilan comptable, combien et à quel coût, donc savoir ce que ça coûte à la collectivité, mais aussi ce que ça apporte ou rapporte à la collectivité et à la personne prise en contrat. Ok, déjà on va vous donner le tableau exhaustif avec l'ensemble des emplois. Ah, il y a les noms par contre. Il faudrait barrer les noms s'il vous plaît. Vous dites à... Ouais. Il faut enlever les noms. Non mais il barre le nom avec
avec un stabilo. Il met un blanc, il met un blanc. Non, un coup de feutre noir. Non, on va vous le donner. Parce que j'étais persuadé que c'était fait. Il y a tout, vous avez tout dans le tableau, d'accord? Allez, qui est contre? Juste un petit mot, monsieur le maire, pour bien repréciser les positions du groupe Front National. Tant que ce sont ce type de contrat qui coûte très peu à la collectivité, puisque 75% des salaires sont pris en charge par l'État, on n'y voit évidemment aucune objection. Ça permet de maintenir du personnel et des services publics. En revanche, on s'opposera à toute forme d'embauche définitive où ce serait à la charge du contribuable qui reçoit de prendre en part, on va dire à sa part ad vitam aeternam, un emploi de fonctionnaire. Donc là, on vous accompagne dans ce contrat, mais je précise évidemment que ce n'est pas nous dans l'objectif d'embaucher à terme de manière définitive des fonctionnaires qu'on gardera jusqu'à la retraite. Ok, c'est pas notre objectif non plus. Par contre, on sera obligé de remplacer quelques personnes qui partent à la retraite. Notre objectif, c'est, on ne pourra pas remplacer tout le monde, ça on le sait, mais il y a des gens qu'il faudra remplacer, sinon on est obligé de supprimer le service public. Voilà. Donc on fait des économies, tous les départs à la retraite ne sont pas remplacés, tous les services font des efforts, et je pense que vous le verrez déjà, en tout cas je l'espère, puisque dès le prochain compte administratif, y compris par rapport aux prévisions qui étaient déjà à la baisse. Nous allons voir, en tout cas, je l'espère, une bonne surprise. Voilà. On est vraiment dans la maîtrise de la masse salariale. Oui, j'en suis conscient, mais bon, je tiens quand même à le rappeler systématiquement. On est dans cette logique-là, et de toute façon, c'est aujourd'hui, je pense que Nous aussi, on est dans cette logique de maîtrise de la masse salariale, mais en même temps, voilà, il y a des services qui nécessitent du personnel et il y a des départs à la retraite qui seront remplacés. Il faudra évidemment y faire attention, et j'attire votre attention. On fait très attention. Les Républicains, sous l'étiquette sous laquelle vous avez été élu au conseil départemental. Non, je n'ai pas été élu sous une étiquette. Bon, vous avez été élu avec le soutien, peu importe. Monsieur Fillon, qui représente un courant proche du vôtre, souhaite baisser de 500 000 postes, il souhaite supprimer 500 000 places de fonctionnaires. Vous voyez qu'effectivement, il y a de la marge. Il faudra effectivement, nous aussi, au niveau de la collectivité, être attentif, parce que c'est effectivement les carrossois qui payent avec leurs impôts la fonction publique. Donc il en faut, mais il faut trouver effectivement l'équilibre. On est d'accord. Voilà. Je pense que un petit peu dans tous les sujets, c'est la même chose. Il n'y a pas de position, ni d'un côté, il n'y a pas d'embauche systématique, et il n'y a pas non plus de se dire on n'embauche personne s'il faut remplacer quelques départs à la retraite. Je pense qu'au niveau local, il faut avoir une gestion pragmatique, sans s'occuper des courants de pensée. On va essayer de... Oui, mais tout à fait. C'est ce que nous faisons. C'est ma position. Voilà, dans beaucoup de domaines, je pense que c'est ça, c'est souvent une position interne. On est d'accord là-dessus, mais je voulais rappeler mes positions. Vous les rappelez, mais ce sont en partie également les nôtres. En tout cas, la maîtrise de la masse salariale, c'est notre objectif que nous avons affirmé et que nous continuons à mettre en œuvre. En le mettant en œuvre de manière intelligente, on va dire, et pragmatique. Voilà. C'est le plus important. Y a-t-il d'autres interventions? Non, qui est contre? Vous avez les tableaux. Hein. Qui s'abstient? Ah oui, il y a des abstentions. Votre groupe et les autres, merci de votre vote. Le point suivant. C'est le point 1.7 qui concerne la modification de la délibération du 28 mai 2015 concernant les services d'affectation concernés par la vacation au service des sports. Donc le service des sports a considéré qu'il serait intéressant de rajouter le service équipement sportif qui peut avoir recours occasionnellement à des vacations. Donc ce service a été rajouté à la liste des vacations. Des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. La modification du tableau des effectifs. Faites le 1.8 et le 1.9 en même temps. On fait le 1.8 et le 1.9. Donc le 1.8 concerne des agents d'animation, donc c'est direction d'enfance, des adjoints d'animation deuxième classe qui passent à un nouveau grade d'adjoint d'animation première classe. Évidemment, comme d'habitude, c'est toujours la même réflexion, la même remarque. Toute modification préalable à la nomination entraîne la suppression de l'emploi d'origine et la création de l'emploi correspondant au grade de nomination. Ces nominations sont liées à des réussites au concours, aux examens. Des questions? Oui, je vous en prie. Voilà. En réalité, vous associez
les 1,8 et 1,9, c'est exactement la même hypothèse. Parce Oui, que c'est dans le notre- premier cas, il y a effectivement réussite aux examens professionnels dans la délibération. Et dans la deuxième délibération, le 1,9, on ne parle pas de réussite d'examen, donc on se posait la question de savoir si ce n'était pas carrément une création. Non, c'est d'avancement. Oui, mais Au choix. un avancement, voilà, c'est explique, effectivement, et aussi, on aurait aimé que vous dissociez les deux, en fait. Non, mais dans le vote, on va dissocier les deux. Oui, mais du coup, on ne comprend pas exactement les associés. Mais si, on comprend très bien. Il y a Pas deux, nous, hein. il y a deux fois Bon, de modification des tableaux des effectifs avec des tableaux annuels d'avancement, de grade. Oui, là, Voilà. on comprend qu'il n'y a pas de création, c'est ils ont réussi à l'examen, Oui. ils montent, et puis on supprime Oui. le poste. Ça, on comprend. Mais sur le 1,9, attaché principal, il n'y a pas eu d'examen de réussite. C'est ancienneté, c'est par ancienneté. Et il passe par la CAP. Oui, c'est pas écrit, donc c'est pas comme ça. C'est la Avancement de grade. C'est pas l'ancienneté. Il faut associer les deux. L'avan- bah, c'est l'avancement de grade classique, je veux dire. Il Donc, y a deux modes, hein. Il y a la promotion, il y a la réussite des examens et la promotion interne. donc c'est des personnes qui passent d'attaché à attaché principal et une personne qui passe de rédacteur à rédacteur principal, voilà. Quel est le motif qui Oh, permet je crois qu'il y a un barème là, Carrosse. De toute façon, c'est pas au niveau de la municipalité que ça se décide. Hein. Nous, on fait des propositions de choix et il y a des comités paritaires qui se réunissent et qui choisissent. Des barèmes par rapport à ça. On respecte Voilà, les donc, barèmes. nous on a la chance. Au contraire, on devrait se féliciter de réussir à faire de la promotion interne au niveau de la municipalité. Il y a des municipalités qui se plaignent en CAP d'avoir jamais d'agents élus à la promotion interne. Donc on est d'accord que le poste d'attaché a été supprimé. Oui, oui, le poste. C'est écrit, grade d'origine, nouveau grade, Oui, bien sûr. c'est clair. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Non, juste une observation, monsieur le maire. Je vous en prie, monsieur Doré. Oui, effectivement, c'est important de pouvoir permettre à notre personnel municipal d'avancer dans le grade avec l'ancienneté, de se battre aussi au niveau des CAP, parce que c'est pas évident au sein de la fonction publique de pouvoir avancer et que les gens, à un moment donné, ont aussi besoin des relevés, donc on y est tout à fait favorable. Il n'y a pas que des critères d'ancienneté. Hein. Oui, critères évidemment, la notation, le mérite, etc. Donc on est satisfait de voir des personnels carrossois municipaux pouvoir avancer dans le grade. Merci pour eux. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité pour le 1,8 et le 1,9. Je mets en vote le 1,9. Qui est contre? Qui s'abstient? Les deux sont votés à l'unanimité. Le 1,10. Alors le indice, on en a parlé déjà tout à l'heure, hein, c'est la création d'un poste contrat d'avenir à temps complet qui concerne un ouvrier. La mission, c'est un ouvrier polyvalent qui concerne la direction technique. C'est une personne de moins de 25 ans, RQTH, qui sera donc recrutée dans les mêmes conditions que citées tout à l'heure, 75% du taux horaire du SMIC sur un temps complet. Sa mission sera d'être ouvrier polyvalent. Qui est contre? Oui, une intervention, je vous en prie. Au vote de tout à l'heure. D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le groupe Carrosse Uni, c'est ça? Et Pluriel s'abstient. Merci. Le vote suivant, c'est Madame Franco. Ah non, le centre de formation des apprentis, pardon. Alors le centre de formation des apprentis, c'est l'octroi du régime indemnitaire aux surveillants d'internat dans un but d'équité. Donc le maire propose le versement du régime indemnitaire aux surveillants d'internat du CFA conformément aux modalités d'application et critères de modulation fixés dans la libération du 22 juillet 2010. Ils percevront l'indemnité d'administration et de technicité IAT au coefficient maximum de 5, ainsi que l'indemnité d'exercice des missions de la préfecture UMP au coefficient de 1. En fait, c'était la seule catégorie de personnel qui n'avait pas de prime. Voilà, donc on a voulu réparer quelque part ce manque d'équité et donc ce qu'on vous propose, c'est qu'ils bénéficient également des indemnités. Voilà, et on assimile un petit peu le type d'indemnité, le profil de poste à celui d'animateur, hein, pour calquer le niveau d'indemnité. Le personnel est très content.
Est-ce que vous avez une explication à nous donner sur le fait qu'ils n'avaient pas eu de prime jusqu'à maintenant? Parce que ça a toujours été comme ça. Voilà, c'est pas de notre ressort. Ils n'ont jamais eu d'indemnité jusqu'à présent. Donc là, ils m'ont sollicité en disant c'est quand même pas normal, et on a trouvé la possibilité de répondre à leurs demandes en les assimilant à du personnel d'animation. Donc il faut toujours trouver un poste correspondant dans la fonction publique, voilà, territoriale. Et bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous indiquer combien de personnes sont avec 4, je crois. 4 ou 5. Et ça fait 300 €, non, je crois que c'est 300 € brut. 300 € brut par mois. Y a-t-il d'autres interventions? Donc qui est contre? On s'étonnait, pour être clair avec vous, tout ça qu'on se concerte un peu, on s'étonnait de cette délibération quelques semaines avant le transfert du CFA. Si on répare une injustice, c'est bien. C'est justement à cette occasion que tout a été remis à plat. Et le personnel est reçu par la DRH de la métropole, et c'est là que voilà, ils reviennent sur un point, en disant ça serait bien qu'on répare cette injustice quelque part, et moi je suis tout à fait favorable. Et peut-être que vous avez raison, s'il n'y avait pas eu cette reprise, il ne faut pas employer le terme de transfert, cette reprise par la métropole, peut-être que il n'y aurait pas eu de demande non plus de leur part. Mais ça se justifie totalement. Y a-t-il des interventions? Non. Qui est contre, qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Merci Madame Franco-Stavo. Oui, alors... Le point 2.1. Alors le point 2.1 et le point 2.2 sont des points similaires, puisqu'il s'agit de donner l'autorisation à Monsieur le maire pour signer les conventions pour permettre au personnel du guichet unique de consulter les outils, ce qu'on appelle les CAFRO, qui maintenant ça va s'appeler CDAP pour la caisse d'allocation familiale. En fait, cela permet à ces personnels de consulter les revenus des usagers relevant de la caisse d'allocation familiale. Ça, c'est pour la délibération de 1. Et pour la délibération de 2, c'est avec la MSA, puisqu'on a aussi des usagers qui relèvent de ce régime-là. Et ça permet donc la vérification des revenus. Pour la caisse d'allocation familiale, c'était un dispositif qui fonctionne depuis de nombreuses années, mais il y a une modification, parce qu'avant, il y avait 2 accès. Pour les usagers de la petite enfance d'une part, et les usagers pour tout ce qui était périscolaire et extrascolaire, accueil de loisirs. Et donc là, c'est regroupé sur un seul et même logiciel qui va s'appeler CDAP. Voilà, donc dans les 2 cas, il s'agit d'autoriser le maire à signer ces conventions. Merci beaucoup Madame Franco pour ces précisions. Qui souhaite prendre la parole? Personne. Donc qui est contre ou qui s'abstient pour la première délibération, la 2.1, et pour la 2.2, pareil, qui est contre ou qui s'abstient, les 2 sont votés à l'unanimité. C'est toujours à vous Madame Franco, le point 2.3. Alors ça concerne les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. Ça aussi c'est un dispositif qui s'est inscrit dans le temps dans notre collectivité. Le service support, c'est le CAGIP. Ça concerne donc une 110 enfants scolarisés du CP à la 3e. Là aussi, il s'agit d'autoriser le maire à signer des documents pour l'année scolaire 2016-2017, et avec la CAF, bien sûr, la caisse d'allocation familiale. Donc, il nous octroie après une subvention au regard de... On a des carrosses avec le village d'enfants. C'est le 2.4. On a le 2.3, la convention avec la MSA, il n'y est pas. Si, c'est la 2.2. Non, vous l'avez, mais elle était plus loin. On a modifié le... Voilà. On les a fait passer les unes après les autres. Puisque c'était le même type de convention. Je crois qu'elle était 2.6 ou 2.7. L'ancienne version, Contrat locaux, c'est la 2.3. 2.3, page 20. Non, il parle de la convention avec la mutualité sociale agricole, c'est ça? C'est 2.4. Non, c'est 2.4. 2.3, ce que nous avons reçu.
par mail, Ouais. on a convention pour la ville de Carrosse et les Village. enfants SOS. Oui, Ça, là nous, c'est la 2-4, 2-4. la MSA. Ah, c'est la 2-4, la MSA. La MSA, c'est la 2-4. La MSA, c'est la 2-4. Donc, Alors ils ont formation. ce dont vous nous parlez, C'est la 2-4. on ne sait pas. Pour les classes, vous l'avez pas eu? C'était Oui, elle est venue après. C'est le numéro qui change. Alors, c'est lequel, Colette? Le numéro 2-1, On a tu as dit 2-1, 2-2. Tu as dit 2-1, 2-2, le 1 avec la CAP, le 2-2 avec la MSA. Mais Oui. c'est pas 2-2, c'est la 2-6 qui est avec la MSA. Non. Non. Dans le nouvel ordre du jour que vous avez reçu, il y a eu une actualisation. On l'a recoupé après le... Voilà. Mais peu importe. Alors, le contrat locaux d'accompagnement, c'est lequel, Colette? D'accord, c'est le 2-2. C'est le 2-2. C'est le 2. Contrat locaux, c'est 2-2. Voilà. Mais c'était avant ça. Peu importe. Allez. Eux, ils l'ont en 2-2. Nous, on l'a en 2-3. On l'a en 2-3, vous l'avez en 2-2. Bon, après, Mais ça a été actualisé. Peu importe, peu importe. Allez. bon, est-ce que vous l'avez retrouvé? Est-ce que vous avez compris? C'est ce qui était Alors, anciennement les coups de pouce, qui sont maintenant devenus les classes. En fait, c'est Qui- le dispositif, il est inscrit dans la collectivité depuis longtemps. Y a-t-il des questions? Qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Le 2-4, j'espère que ça reste 2-4 ou pas? 2-3. La convention entre la ville... Nous, on a 2-4. Hein. Alors, c'est une convention en fait entre la ville de Carrosse, la caisse des écoles et le village d'enfants SOS. En fait, vous savez qu'on accueille sur notre commune 30 à 40 enfants au sein du village SOS, village d'enfants SOS. Et avec les collègues donc, du guichet unique, on a pris l'initiative de contractualiser le travail que l'on développe auprès de ces familles. Puisqu'il y a des interactions entre ces familles et les enfants qui sont accueillis dans les différents services. Ça va de la petite enfance, des accueils périscolaires, extrascolaires, CAGIP, vous les avez, hein, donc je vous ai tous listés. Le service minimum d'accueil aussi, parce qu'en principe, lors de la mise en place de ce service, les enfants ne devraient pas y participer, mais là aussi, suivant les particularités. Donc voilà, donc on vous propose donc de signer, d'autoriser le maire à signer cette convention. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'apporte juste la précision que dans la semaine, cette convention avait été votée à l'unanimité au CA de la Caisse d'école. Tous les participants avaient validé cette convention, Caisse d'école. Ok. D'autres interventions? Pas d'intervention. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. On va passer à la 2-5. Alors, toujours dans le cadre du contrat enfance-jeunesse 2015 signé avec la Caisse d'allocation familiale, là on vous propose donc de verser la subvention qui revient à l'association Paris Mixité dans le cadre des accueils de loisirs, c'est-à-dire les animations qu'elle dispense dans les salles de proximité et la ludothèque. Cette subvention que la ville a reçue s'élève à 13 442,17 centimes et donc nous devons la reverser auprès de cette association. Donc je vous propose de... C'est ce qui est fait régulièrement, c'est comme ça. Voilà, ils nous versent la subvention à nous et puis nous la reversons à Paris Mixité. C'est dans le cadre du contrat de ville. Non, ça c'est contrat... Ah, contrat d'allocation familiale, pardon. Oui, contrat Mais je crois que c'est la dernière année. C'est la dernière année. La dernière année, parce qu'après ça ira directement pour encore Directement à une Paris meilleure lisibilité. Bien, y a-t-il des questions? Donc, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Madame Damiano, qui n'est pas là et que je représente, doit présenter le point 3.1. Excusez-moi de coup, j'arrête. Non, mais moi je suis perdu dans les deux, etc. C'est sur le truc des extranets là, ça a été voté ça? Oui, En 2-2. en 2-2 en fait. Je les ai regroupés après. Ah, vous l'avez regroupé dans la même délibération? Non, j'ai fait voter 2 fois. 2-1 et 2-2, puisque c'est la même approche, le même système. Madame d'Aragon. Il faut suivre, hein? Bah, nous on suit, hein. Ah bah oui.
Et nous, on a des documents et on se réfère aux documents qu'on nous envoie. On a les mêmes. Ensuite, vous l'avez reçu, tu peux expliquer? Vous avez eu un mail le 16/11 à 14h quelque chose, et il suffit de regarder dans ce mail et vous avez le nouvel ordre du jour. Voilà. Mais c'est vrai qu'on reçoit tellement de mails que quelquefois, je veux bien vous croire. Alors, le point 3.1, donc, que je présente à la place de Madame Damiano, ça concerne un avenant à la Convention du Conseil local de santé mentale. Nous avons voté le 12 mai 2016 cette convention entre la ville de Carrosse et le CH Sainte-Marie. Vous êtes dissipé. Je ne sais pas ce qui se passe. Et ce soir, ça me passionne, par exemple. Voilà, dans cette convention, il y a l'article 4 qui disait la chose suivante: la coordination opérationnelle du CLSM sera celle affectée à la coordination du projet global de santé du territoire, et il était prévu, à la suite, un poste spécifique pour être décidé d'un commun accord entre les parties afin de mener à bien le projet décrit par la Convention en fonction des orientations, etc. Donc nous vous proposons de corriger ce dernier paragraphe. Pourquoi? Tout simplement parce que donc avec l'État, et en particulier avec l'ARS, nous pouvons bénéficier d'un demi-poste financé par l'ARS qui permettra justement d'assurer cette coordination. Voilà. Et donc nous vous proposons de le modifier de la manière suivante. Pour assurer la coordination opérationnelle du Conseil local de santé mentale, la ville de Carrosse sollicitera un financement auprès de l'Agence régionale de santé, ce que j'appelle l'ARS, pour une durée de 3 années en vue d'assurer la création d'un poste à mi-temps de coordinateur, financé 25% par la commune et 25% par l'ARS. Et voilà. Bien entendu, éventuellement, si on a besoin de plus, on pourra le demander, mais pour le moment, un demi-poste est largement suffisant. Et nous demandons, en plus, le financement de ce demi-poste, c'est-à-dire une subvention de 8 000 € à l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et contre, y a-t-il des interventions? Donc, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Monsieur Macario, c'est à vous pour le point 4.1. Oui, bonsoir. Donc, l'objet de la délibération, c'est le recensement de la population. Donc, depuis le mois de janvier 2004, le recensement s'opère partiellement chaque année auprès d'un échantillon d'adresses communiqué par l'INSEE. Il permet aux collectivités de disposer d'une connaissance de la population légale et d'une photographie statistique du territoire communal reflétant le plus fidèlement possible la réalité. Il permet aussi le calcul de la dotation globale de fonctionnement. En 2017, l'enquête de recensement se déroulera du 19 janvier au 25 février. Pour cette opération, le montant de la dotation forfaitaire de recensement est fixé à 2 264 €. Monsieur le maire doit donc nommer par arrêté municipal des agents recenseurs, ainsi que responsables ayant pour mission principale la coordination, le suivi et le contrôle des enquêtes de recensement. Nous avons fait le choix de désigner 2 agents recenseurs parmi le personnel de l'administration générale. Et 2 agents recenseurs vont être recrutés suite à un appel à candidature. Nous avons fixé le montant global de l'indemnité versée aux 5 agents à 2 794 €. Cette indemnité tient compte du nombre de feuilles de logement, de bulletins individuels, de bordereaux iris réalisés par tous les agents recenseurs. Nous avons également pris en compte la tournée de reconnaissance préalable au recensement et les nombreux déplacements des agents. Le conseil municipal doit donc autoriser monsieur le maire à inscrire la dépense au budget communal, à désigner les agents pour réaliser le recensement de la population. Alors, je vais en profiter justement pour vous donner le nombre d'habitants à Carrosse. L'année de référence pour 2016, c'est 2013. On était 11 902 habitants sur Carrosse. En 2013, puisque... 11 902, on se rapproche des 12 000. Voilà. Quelle année tu dis? L'année de référence pour 2016, c'est 2013. Oula, c'est bon, l'année de référence, c'est 2013. Ok, vous avez compris? Donc l'État nous donne 2264, mais ça nous coûte réellement 2794. Donc de notre poche. Bah, on se cotisera. Hein. Y a-t-il des interventions?
Qui est contre, qui s'abstient. Merci pour cette unanimité. Oui, oui. Madame Aimé, oui, c'est à vous pour le point 5.1. La première délibération consiste à proposer la vente d'une parcelle située à Pont-Villa, à M. Constantino. Alors je précise que c'est à la demande de ce dernier, qui est propriétaire limitrophe de cette parcelle. Il souhaite l'acheter pour pouvoir y mettre des animaux et entretenir cette parcelle qui est en zone boisée. Boisé classé, en espace boisé classé, zone naturelle, et aussi en zone rouge du PPRIF. Cette parcelle ne présentant pas d'intérêt particulier pour la commune, nous avons accepté cette vente au prix de 28 000 €, sachant que tous les frais seront à la charge de M. Constantino. Voilà, donc il s'agit d'autoriser M. le maire à signer l'acte administratif. Oui, les domaines sont... Il n'y a pas de problème par rapport à la somme... On a le courrier des domaines qui disent que pour eux, il n'y a pas de souci. Vous l'avez dans les annexes. Voilà. Oui. La question était par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est en effet un courrier des domaines qui dit qu'il n'y a pas de problème à 28 000 €, mais on n'a pas eu l'évaluation de base. Mais je t'explique, c'est très compliqué de faire une évaluation d'un terrain en zone boisée classée, hein, N et boisée classée, parce que ça n'a aucune valeur. Hein, et en plus en zone rouge. Voilà. Ils ne l'ont pas fait du tout. Ça n'a pas de valeur, ils n'ont pas de... Comment ils font l'évaluation des domaines? Ils se basent sur les ventes qui ont été réalisées dans la commune sur ce genre de terrain. Voilà. Ils n'ont pas de référence à proprement parler. Donc ils ont du mal à faire une évaluation d'un terrain qui n'a aucune valeur. Vous ne pouvez absolument rien faire. Non seulement vous êtes en zone N, vous êtes en zone en espace boisé classé et en zone rouge. Et on n'a pas regardé le mouvement de terrain, mais je pense qu'il doit y avoir aussi... Donc si tu veux, la personne, bon, là, il y a un terrain autour d'elle, ça l'intéresse, elle dit, voilà, c'est un espace vert pour elle. Mais ça ne sera jamais constructible. Oui, vous voulez intervenir? Oui, juste deux mots. On s'interrogeait pourquoi cette vente, en fait, pour l'entretien, il parle de ça. Hein. C'est la personne qui a demandé à avoir un espace vert autour de chez elle. Voilà. Bon, nous, on considère que cette vente, c'est un petit peu dans la même démarche de ce qu'on constate depuis que vous avez pris les affaires de cette ville, où il y a des ventes un petit peu tous azimuts. Et donc, on sera contre cette vente également parce qu'on considère que c'est le patrimoine de la commune. Voilà. Alors, je vais vous répondre parce que j'en ai un petit peu assez qu'on nous fasse ce genre de procès d'intention. Moi, au contraire, je considère que c'est de la bonne gestion. Avoir une bonne gestion du foncier, c'est pas forcément garder tout et n'importe quoi pour ne rien en faire, hein, mais savoir repérer déjà, et c'est un gros travail qui a été fait, et j'en remercie depuis que nous avons embauché la personne, d'ailleurs vous aviez voté contre, hein, au foncier qui nous donne entière satisfaction et qui est quelqu'un de très très dynamique, un jeune qui fait vraiment un travail extraordinaire. On veut avoir une véritable politique du foncier. Ça, en gros, c'est quoi une politique du foncier? Quels sont nos terrains? Dans quelle zone ils sont situés? Y a-t-il des enjeux futurs? Dans ce cas, effectivement, ce sont des terrains qui sont préservés, valorisés. Puis il y a des terrains qui servent à rien. Hein. À quoi ça sert de les garder quand ils servent à rien, hein, quand il faut les entretenir, hein, et qui ne rapportent absolument rien? Donc c'est ça, avoir une véritable gestion du foncier. Et c'est ce que nous faisons. Et en plus, on rend service, hein, on donne satisfaction à certaines personnes. Et lorsque nous vendons des terrains, c'est pas pour dire on vend, on a un projet derrière. Hein. Et lorsque vous nous faites le reproche d'avoir vendu ce terrain au plan de carrosse, hein, je vous rappelle qu'on l'a vendu, d'abord on l'a vendu à un prix qui était beaucoup plus intéressant que le prix d'achat. Donc
c'était une bonne affaire aussi pour la collectivité, mais on n'a pas vendu au plus offrant, parce qu'on n'a pas non plus envie de le vendre à n'importe qui, pour en faire n'importe quoi. C'est pour un projet d'intérêt général, hein, en l'occurrence sur ce terrain. Et c'est aussi pourquoi faire pour acheter d'autres terrains, et on va être amené à faire l'acquisition d'autres terrains, parce qu'on a besoin d'équipements sportifs à certains endroits, hein. Je pense en particulier à proximité de Saint-Pierre, on a besoin d'avoir un équipement sportif, hein. Et voilà, donc c'est ça, avoir une bonne gestion du foncier pour moi. Alors vous faites croire qu'on vend les bijoux de famille, je trouve que c'est démagogique de votre part. Hein. C'est démagogique de votre part et ça ne correspond absolument pas à la réalité. D'autant que vous dites qu'on vend tous azimuts, mais il faut vous préciser aussi qu'on a acheté aussi. On a acheté 2 terrains en zone agricole pour l'équivalent d'un peu plus de 3 hectares, 3 hectares 2 je crois, sur lesquels sont installés des jeunes agriculteurs. Ça a permis de donner du travail à 2 jeunes. Voilà, bon, ça c'est très important ce que tu dis. On ne pas de vente. Ce qu'on a acheté est beaucoup plus important que ce qu'on a vendu. On a vendu des terrains qui ont un intérêt autrement plus important que ce que bien sûr, bien sûr, on installe 2 agriculteurs qui sont heureux, qui continuent à maintenir et à développer l'agriculture au plan de Carros, une agriculture bio. Ils arrivent à trouver une filière, hein, ils arrivent à vendre. Voilà. Bon. Juste pour la petite histoire, pour que vous compreniez aussi, je le dis pour les personnes qui sont derrière. Je ne sais pas qui, mais il y a des gens chez vous dans l'opposition qui sont derrière ça. Au bureau métropolitain, l'autre jour, on a présenté 2 demandes de subventions qui étaient accordées par la métropole sur des acquisitions de terrains agricoles. Il y avait Carros et puis il y avait une autre ville. Le groupe socialiste a voté contre la subvention accordée à Carros pour l'achat d'un terrain agricole. Franchement, hein, là, il y a quoi, là? Donc, on voit bien que le groupe socialiste est en liaison avec les socialistes de Carros qui sont dans cette optique, qui vendent tout, machin truc, il ne faut pas accepter. Mais oui, pourquoi Carros uniquement, hein? Et comment on peut être contre la subvention accordée à une collectivité, en particulier celle de Carros, pour acheter un terrain agricole et pour mettre un agriculteur? D'ailleurs, tout le monde était sidéré parmi mes collègues en disant « c'est bizarre ça, quoi ». Alors, je comprends des choses, mais ça, c'est une aberration. Voilà. Et je tiens quand même à le signaler et à le dire que les socialistes, ou le groupe socialiste à la métropole, qui a des liens avec les socialistes de Carros, sont contre, hein, l'obtention d'une subvention qui nous est accordée par la métropole pour développer l'agriculture. Tant mieux, hein, pour vous, vous assumez. Nous, on est pour. Hein, et on fait le travail. Voilà, je vous laisse la parole, monsieur. Oui, un petit mot pour le groupe Front National. Évidemment, je pense que la délibération du dernier conseil municipal liée à la vente d'un terrain au plan pour construire, et cette délibération-là n'a absolument rien à voir. Évidemment, cette délibération-là, on y est pour. Je pense qu'il faut favoriser, je l'ai dit à plusieurs reprises, les propriétaires carrossois. On a là un terrain qui n'a aucune utilité pour la commune. Ça peut permettre effectivement à un propriétaire carrossois d'améliorer un petit peu sa propriété, d'avoir un peu plus d'espace. Donc on y est tout à fait favorable. Je vous rejoins tout à fait également sur la nécessité d'acquérir des terrains pour l'agriculture et pour maintenir des espaces naturels. En revanche, évidemment, la position du groupe Front National reste identique et demeure constante sur le foncier. On n'est pas favorable à la bétonisation de Carros, donc on s'y opposera de manière systématique, sauf uniquement pour les propriétaires carrossois qui souhaitent agrandir leur demeure ou qui sont en capacité sur des terrains dont ils sont propriétaires de construire pour la famille. Donc évidemment, je vous accompagne et je vote pour cette délibération. Monsieur Torisman, je ne vais pas polémiquer encore, hein. C'est une posture que vous avez qui dit on est contre la bétonisation, vous l'avez fait depuis le passé, à chaque campagne électorale. Très bien, nous aussi on est contre la bétonisation. Vous m'accorderez que je suis constant dans mes orientations nous aussi. Et dans mon projet nous que aussi. je défends depuis. Nous aussi on est contre la bétonisation, d'accord? On est contre, il y a un PLU, voilà, moi je ne l'ai pas voté, hein, à l'époque je n'avais pas voté,
on fait avec le PLU existant. On évite un certain nombre de... On essaie de limiter, mais on n'a pas les moyens, donc c'est dans le cadre d'une discussion, d'échange avec les promoteurs. Et pour éviter justement cette bétonisation que personne ne veut, en tout cas pas au sein de la majorité, il y en a peut-être d'autres qui le veulent, mais pas au sein de la majorité, on a demandé cette étude qui est en train d'être réalisée au cabinet de Villers, étude réalisée par, cofinancée par l'EPA et par la ville de Carrosse, qui doit nous donner une vision un peu plus claire, on va dire, de ce qu'on peut faire au plan de Carrosse, en préservant, ça a été la demande, préservant le caractère résidentiel des plans de Carrosse, en développant l'agriculture, en maintenant et en développant l'agriculture, en développant les services et en prévoyant un plan de circulation. Ça, c'est la demande. C'est notre demande. Elle est très claire. Mais ça ne veut pas dire non plus, et c'est là qu'on n'est pas d'accord, que nous ne pourrons plus rien construire au plan de Carrosse. Ça serait illusoire. Ça aussi, je pense que c'est de la démagogie. On ne peut pas dire on ne fera plus rien au plan de Carrosse. C'est pas vrai. Par contre, on peut maîtriser l'urbanisation, tenir compte et préserver, encore une fois, je le dis, ce caractère résidentiel et donner une place importante à l'agriculture. C'est notre volonté, c'était dans notre projet municipal et nous le mettons en œuvre. Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, moi je suis constant dans mes positions, je suis également aussi inquiet de voir des locaux parfois qui peuvent être vacants. Je vous ai fait une demande qui paraîtra dans le prochain Carrosse Info, où j'aurais souhaité que vous votiez une mention contre l'accueil des migrants sur notre commune. Vous savez que pour l'instant, les Alpes-Maritimes, on est épargné par les CAO, les centres d'accueil et d'orientation mis en place par les socialistes, parce qu'effectivement, le gouvernement est conscient qu'en tant que département frontalier, on subit une pression migratoire très importante. Et je pense qu'il aurait été raisonnable de voter cette mention. Et ça s'inscrit là également dans une logique d'où il ne faut pas effectivement tout le temps construire plus, avoir la volonté de tout le temps faire venir de nouveaux arrivants, parce que on ne sera pas toujours, on ne peut pas maîtriser tous les gens qui peuvent arriver chez nous. Donc je regrette que vous n'ayez pas mis, comme vos collègues, certains collègues de... Monsieur Toris, ne faites pas l'amalgame. D'abord, je n'ai pas eu de réponse de votre... Je n'ai pas eu de lettre de votre part. J'ai fait la demande dans le non, mais ça ne veut rien dire faire la demande dans Carrosse Info. Carrosse Info, c'est quoi? Non, mais attendez. Carrosse Info, c'était votre droit d'expression. Ce n'est pas une demande. Et même, vous l'avez dit vous-même. Vous l'avez dit vous-même que c'est une demande qui n'était pas fondée. Vous venez de le dire. Pour quelle raison? Parce que vous l'avez dit à l'instant que c'est une demande qui n'est pas fondée, parce que l'État, et en particulier le préfet, moi je retiens ce que nous a dit le préfet à l'Assemblée Générale des maires, que les Alpes-Maritimes étaient épargnées. Oui, donc sauf il que le n'aurait pas... préfet Voilà. est en train de... Mais pourquoi voter une motion alors qu'on n'est pas concerné? Peut-être, monsieur le maire, vous n'êtes pas au courant, mais le préfet est précisément en train de faire une enquête pour voir quels locaux potentiellement pourraient servir à l'accueil. Et là, il n'y a pas de démagogie de ma part. On va pas, mais si. Des gens de votre courant avec qui vous siégez au conseil départemental ont fait voter dans leur commune ce type de motion. Vous ne comprenez pas. D'abord, il n'y a pas des gens de notre courant. Notre courant, je le répète, vous siégez, on a été élu. Vous siégez avec une majorité. Il n'y a aucun problème et je l'assume. Et je soutiens. Voilà, donc, mais en dehors de ça, au sein de la ville de Carrosse, j'ai un groupe qui est diversifié, qui est uni. Je vous rappelle qu'il est uni, qui est diversifié. Et comme vous peut-être, mais nous on est diversifié. L'avantage avec notre groupe majoritaire, c'est qu'il n'y a eu aucune démission. D'accord? On ne peut pas en dire autant des différents groupes. Je ne sais pas combien il y a d'émissions dans votre liste, je ne les ai pas comptées, sans compter les séparations, sans compter voilà, bon, voilà, nous on est là, dans notre diversité, on a des valeurs, et on travaille en fonction de ces valeurs. S'il y avait eu le moindre risque et le moindre danger, croyez-moi qu'on aurait pris nos dispositions. Moi j'ai été rassuré par le préfet, je ne vois pas pourquoi je ferai des effets d'annonce simplement pour avoir une posture politique, je dirais même politicienne. Ce n'est pas notre rôle, on travaille tranquillement. Voilà. On n'est pas là pour faire des effets d'annonce. Madame Maluno. Juste là, je regrette vraiment très, très vivement qu'il y ait un amalgame qui soit fait entre l'accueil potentiel de migrants et ce qui nous concerne au plan de Carrosse. Et monsieur le maire, j'ai entendu, en parlant de l'accueil potentiel de migrants, vous dites qu'il n'y a pas de risque. Je note qu'il y a de risque. Je voudrais connaître la position de la commune de Carrosse,
si un jour nous devons prendre position sur... Écoutez, Madame Aluno, chaque chose en son temps. Il est évident que comme n'importe quelle commune, hein, nous n'aurions pas pu accepter un accueil massif de migrants dans notre collectivité. C'est pas possible. Hein. On a nos difficultés, hein, mais bien sûr, hein, laissez-nous faire les choses comme on le fait tranquillement, hein, en sérénité et en même temps en responsabilité. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas à ma connaissance, hein, et encore une fois le préfet il a été clair dans ça, moi à Carrosse je ne peux pas accueillir, et ça c'est évident, hein, massivement des migrants, c'est pas possible. On a suffisamment de difficultés, on a suffisamment de logements sociaux, hein, on a suffisamment de problèmes aussi avec les nôtres, je veux dire, occupons-nous, et c'est ce que nous faisons au quotidien des nôtres, mais nous avons, nous ne faisons pas d'effet d'annonce, et nous essayons de gérer les choses au quotidien, comme nous l'avons fait déjà jusqu'à présent, hein, et nous continuerons à le faire. Voilà. Ah, on revient à la délibération. Voilà, et encore une fois, voilà, bon, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. S'il n'y a pas d'autres interventions, qui est contre? De quoi on parle? Ah oui, c'est le terrain. On a monté au... Oh là là, qu'est-ce qu'on a dérapé. Donc, Monsieur Cavallaro ne participe pas au vote parce qu'il y a voilà, il y a un lien familial, on va dire, avec la personne qui est intéressée. Il préfère ne pas participer. Il a raison. Enfin, c'est pas ça qu'on a changé les choses. Hein. Qui est contre? Donc, votre groupe. Monsieur Cavallaro ne participe pas au vote. Qui s'abstient? Personne. Merci pour les personnes qui ont voté pour. Le point 5.2. Alors là, il s'agit de proposer la résiliation d'un bail qui avait été signé avec Madame Monteux à Carrosse Village. Alors c'est la location d'un terrain. Ce bail a été signé en 2009 pour une durée de 15 ans. Donc le terme du bail était 2024. Le projet était éventuellement de construire un parking sur ce terrain qui est situé derrière le Castel des Princes. Mais le parking n'a jamais été construit. On considère donc qu'il y a 2009, il a jamais depuis été 2009, donc on paye depuis 2009 un loyer d'environ 1 800 € par an. Bon, ça évolue un petit peu le coût du loyer. Et les services techniques ont fait une étude sur ce terrain et considèrent que de toute façon c'est quasiment impossible de construire un parking. Il y a la place théorique pour faire 8 emplacements de parking, mais il y aurait des murs de soutènement très importants et du coup ça réduirait les possibilités de circulation. C'est un terrain en pente dans lequel les manœuvres seraient difficiles. Donc nous proposons de résilier ce bail. Alors dans le bail qui avait été signé en 2009, il n'y avait aucune clause de résiliation. C'est pour ça que c'est une résiliation à l'amiable et une rencontre entre Madame Monteux et la commune a eu lieu. Et du coup, Madame Monteux a demandé à ce qu'on verse la moitié de la somme qui restait due, c'est-à-dire 7 250 €. Ce qui veut dire que voilà, on économise 7 250 €. Bien, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Moi si. Ah ben après vous. Juste pour, oui, effectivement, l'historique de la signature de ce bail, effectivement, il était prévu de faire un parking, donc c'était avant même la construction de Castel des Princes, et donc l'idée, c'était avant même la restructuration actuelle. Hein. L'idée, c'était de pouvoir créer des places de parking, parce qu'on se disait que c'était impossible pour les gens d'aller faire leurs courses sans qu'ils aient des places de parking. Voilà. Et donc, on avait eu ce projet-là, hein, qui avait été en 2009, et effectivement, le parking n'a jamais été construit parce que, vous savez bien, monsieur le maire, hein, au fil des années, et on n'a pas toujours les sommes qu'il faut pour faire les travaux qu'il faut. Donc voilà. Donc nous, notre groupe n'est pas contre. Hein, si vous ne voulez plus faire le
parking. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt? Depuis 2009 hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les... Ben non, c'est trop facile. Ah bah, écoutez, Vous nous laissez le bébé en disant faites-le vous le parking. Non, mais attendez, madame. Attendez. Allez-y, je vous laisse terminer. Juste pour vous dire donc, que si vous ne voulez plus faire le parking, on comprend très bien votre démarche de dire qu'on arrête les frais là. Et pour nous, hein, c'est assez logique. Voilà. Pourquoi on ne l'a pas fait? Eh bien, M. Maire, ce que je disais, c'est qu'effectivement, en fonction de la conjoncture, bien, parfois il y a des travaux qui sont remis, hein, vous le faites régulièrement, qui sont remis à plus tard, et ça a été le cas pour ces travaux-là. Alors effectivement, vous pouvez dire pourquoi on ne l'a pas fait, bien pour les mêmes raisons que vous ne faites pas plein de travaux qui ont été prévus, qui ne sont pas faits actuellement. Madame, enfin voilà, moi je pourrais me régaler là, hein, franchement, parce que c'est une... On se rendit compte, parce que c'est une question, quelquefois vous dites les comités consultatifs, il n'y a pas de démocratie participative, c'est à l'heure. Je sais comment vous nous attaquez, mais bon, on sait très bien qu'on a la conscience tranquille, il n'y a jamais eu autant de démocratie participative que depuis que nous sommes là. Hein. Et c'est dans l'un des comités consultatifs que les gens de Carrosse Village nous ont alertés en disant, mais vous savez que vous payez tous les ans un loyer pour un terrain sur lequel est prévu les parkings et on est persuadé que ce n'est pas réaliste. Donc on a demandé effectivement à nos techniciens de vérifier. Alors sur un plan, oui, vous pouvez mettre 8 places, mais dans la réalité, c'est impossible à réaliser. C'est impossible. Voilà. Et donc le bon sens, et d'ailleurs, c'est bizarre parce que ça figurait aussi dans les documents de permis de construire, l'existence de ce parking. J'en reviens pas, voilà, on n'est pas là non plus. Le bon sens, c'est quoi le bon sens? C'est de dire, puisqu'on ne peut pas le réaliser, on n'a pas, essayons de rompre ce bail, donc négociation, heureusement on économise un petit peu d'argent, mais pire que ça, ce qui était prévu dans le bail, c'est que à l'issue, tous les travaux réalisés, hein, à l'expiration du bail, les parkings appartenaient aux bailleurs. Non. Vraiment, alors là, le fait d'avoir signé ça, j'espère que je ne l'ai pas voté, hein, parce que si je l'ai voté, voilà, vous l'avez voté, en tout cas, ça j'en suis sûr, et c'était une grave erreur, voilà, une grave erreur. Alors je ne dis pas que c'était un piège, peut-être tu dis que c'est un piège, mais je ne veux pas employer ce genre de mots, voilà, mais catastrophique ça, catastrophique. On corrige quelque chose qui a été complètement, qui est une aberration et qui ne peut pas réaliser. Alors elle a fait une bonne affaire. Hein. Elle a loué son terrain. Elle met une clause en disant si vous faites quelque chose, ça m'appartient. Hein. Et puis on sait très bien que ça pouvait pas se faire. Hein. Ça aurait eu un coût astronomique, hein, avec des murs de soutènement. Bon, allez, on passe à autre chose. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité, merci. Toujours à vous, madame, non? Là, il s'agit, comme tous les ans, de l'actualisation des prix de vente et de location sur la zone artisanale de la Grave. Donc, pour la première délibération, c'est pour le centre communal de la Grave. Donc on propose pour la location le passage de 7,90 € à 8,14 €, soit une augmentation de 3%. Et pour la vente, 1316 à 1355,48 €, c'est-à-dire une augmentation de 3% aussi. On a proposé une augmentation de 3%, puisqu'en fait on se rend compte qu'on est toujours très loin des prix pratiqués sur carottes, des prix du marché. Voilà. L'objectif n'est pas d'arriver forcément au prix du marché, mais de réduire l'écart. Voilà. Donc il y a un écart considérable entre les prix de location que nous appliquons et les prix du marché. Voilà. Par exemple, pour la location, 8,14 € c'est notre proposition et le prix du marché c'est 10 €. Pour la vente, on passerait nous à 1355 et le prix appliqué sur le marché privé carrosserie, c'est 1500 à peu près, hein, environ, c'est une moyenne. Ça nous permet d'actualiser et en même temps on ne va pas dire qu'on va rattraper, on ne veut pas arriver au prix du marché non plus, hein, mais de réduire l'écart
entre les prix que nous pratiquons et les prix du marché. On n'arrivera pas au prix du marché, ce n'est pas notre intention non plus. Y a-t-il des interventions? Oui. Ne vous mettez pas en colère. Non, je ne me mets pas en colère, vous allez me dire, vous essayez de rattraper... À chaque fois qu'il y a ce type d'augmentation, oui, je tiens à le signaler, c'est Ouais. au-delà de l'inflation. Ben, je ne sais pas ce que vous feriez comme gestionnaire, c'est catastrophique je crois. Hein. Vous seriez très mauvais gestionnaire, c'est-à-dire que où est-ce que vous avez, où vous feriez rentrer l'argent, voilà, puisque vous opposez à chaque fois à des augmentations, vous opposez à des ventes. N'oubliez pas, monsieur Noat, vous qui êtes économiste, que depuis 2014, et ça c'était pas prévu, hein, il y a un manque dans le budget de la commune d'1,8 million, d'accord? Depuis 2014, depuis que nous avons été élus. Ça, on ne l'avait pas prévu, nous, malheureusement, dans notre projet municipal. Nous avons fait avec, hein, en maintenant les services, en n'augmentant pas les impôts et en nous désendettant de manière massive. Voilà. Alors après, c'est une posture, moi j'appelle ça une posture politicienne. Je n'ai jamais fait ça, moi, quand j'étais dans l'opposition. Hein. Vous le faites systématiquement, c'est votre droit. Hein. Les carrossoises et les carrossois apprécieront. Pour reprendre un petit peu, je le signale notamment quand c'est très au-delà de l'inflation, ce qui est quand même le cas. Vous avez expliqué 3%, voilà, par rapport au prix de l'inflation. Augmenter du prix de l'inflation, je pense que tout le monde... Qui est-ce qui a parlé d'augmenter le prix de l'inflation? Moi, je n'ai pas parlé de ça. On vous a dit qu'on voulait réduire l'écart. Vous m'avez dit que vous n'augmenteriez jamais. Non, il y a des hausses qui sont totalement... Pas d'augmentation, il n'y a pas d'inflation, elle est de 0 et quelques aujourd'hui. Bon. Elle est tout de même positive. Donc ça c'est normal et ça fait un maintien du service public, de son coût et des revenus. Au-delà, ça s'appelle un choix politique. Mais j'aimerais savoir comment vous auriez fait pour faire rentrer des recettes supplémentaires, sachant qu'il vous manque 1,8 million. On aurait pu faire peut-être des économies. Ah ben non, vous croyez qu'on n'en a pas fait? Trouvez-nous les recettes. Ben, comment on fait justement? On a réussi à maintenir notre budget parce qu'on a fait 1,8 million d'économies. D'accord? Bien, allez, on va continuer. Évitez d'avoir des postures politiciennes, ça ne sert à rien. Les carrossoises et les carrossois, ils ne sont pas dupes. Hein. Madame d'Aragon. Juste pour préciser, effectivement, pour la délibération précédente, sur le parking, hein, vous aviez voté, effectivement, hein, c'était à l'unanimité. Je le regrette. Non, mais pour vous dire qu'à l'époque, il n'y avait C'est pas ce que j'ai tout dit. ça, hein, il n'y avait pas le projet n'était pas construit, etc., etc. Donc, a posteriori, c'est facile de dire que c'est une aberration. Non, non, mais c'est une aberration, je le dis, hein, et voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on suit votre démarche de vouloir économiser la mobilité. Donc nous aussi, on a du bon sens. Vous voyez, j'étais trop gentil en étant dans l'opposition. J'étais trop gentil. Oui, on a voté. Alors celle-là, on n'a pas voté par contre. Hein. Non, on n'a voté aucune des deux. Alors, le 5.3, les prix du centre artisanal communal de la Grave. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est voté à l'unanimité. La 5.4. C'est la location précaire des terrains routes négociants simples. Donc on propose la même augmentation qui fait passer le prix... Oui, mais tu l'as dit tout à l'heure. Ah non, pardon. Excuse-moi. Voilà. Et le prix du marché sur carotte, c'est de 12 euros. On est très loin. Oui. Bien, s'il n'y a pas d'intervention, qui est contre, qui s'abstient, c'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Couturier, c'est à vous. Bonsoir. La délibération suivante concerne la convention avec l'Office du tourisme sur des avenants sur les conventions. Donc, la convention d'objectifs et la mise à disposition d'un fonctionnaire territorial entre la ville de Carotte et l'association L'Office du tourisme arrive à échéance le 31 décembre 2016. Vous m'écoutez? Merci. Entre-temps, la loi NOTRe nous oblige à prendre des décisions sur l'avenir de notre office du tourisme. C'est pourquoi nous vous demandons de l'autorisation de signer les deux avenants portant sur la prorogation d'1 an sur l'office du tourisme avec la mise à disposition du personnel. Donc vous connaissez un petit peu tous la loi NOTRe? Oui, donc je n'ai pas besoin de... Nôtre ou vôtre? La loi NOTRe. Ah. Ce sera la vôtre, c'est pas la mienne, c'est la loi NOTRe. C'est la loi qui C'est attribue... le Parlement qui a voté en août 2015
sur le transfert de la compétence du tourisme aux intercommunalités au 1er janvier 2017. Entre-temps, la métropole, ils sont un petit peu dans le flou artistique. Il y a beaucoup d'interrogations. Ils ne sont pas dans le flou artistique, non. Enfin, c'est pas eux, ça vient pas d'eux. Hein, je veux dire. Il y a beaucoup d'interrogations sur l'avenir de cette compétence du tourisme avec l'Office du tourisme de France, la Fédération nationale et la secrétaire d'État à la réforme territoriale. Donc voilà, toutes les questions vont être posées auprès de la métropole à la suite de réunions que l'on fera avec Monsieur le maire. Non, ben la loi NOTRe, comme tu le dis très justement, François, s'applique à tous. Hein, et bien entendu, toutes les collectivités, en particulier toutes les métropoles, sont en train d'étudier la manière dont elles vont mettre en œuvre cette loi. Voilà, c'est pas un flou artistique. Elles étudient la manière dont ça va être mis en œuvre. Et il y a un groupe de travail qui a été constitué et qui va définir les modalités de l'application de la loi. Voilà, on en est là. Donc, comme on est effectivement aujourd'hui dans une situation où on ne sait pas comment on va mettre en œuvre cette loi, ce que nous avons proposé, c'est une convention d'1 an qui doit permettre à l'Office du tourisme de continuer ses activités en attendant que la métropole précise les modalités d'application de la loi NOTRe, en particulier sur cette compétence tourisme. Je voudrais en profiter, Françoise. Alors tu le fais toi, alors vas-y. Je voudrais remercier Gérard Jouffroy, qui est le nouveau président de l'Office du tourisme, pour son implication et puis le travail que l'on fait ensemble, et c'est un vrai bonheur. Et peut-être remercier aussi Françoise, l'ancienne présidente, tu peux le faire aussi. Ah, remercier Sabrina Julien. Oui, bien sûr, mais enfin bon, ça c'était une collègue, donc je veux dire, j'ai eu grand plaisir à travailler également avec Sabrina. Bon, c'est vrai qu'elle a laissé, elle n'a pas voulu renouveler parce qu'elle ne pouvait pas s'impliquer plus et je pouvais la comprendre, mais maintenant, avec mon nouveau président, on ne travaille pas de la même manière. Bien, allez-y si vous avez des questions ou des interventions. Madame Aluno. Donc oui, avec la loi NOTRe, ce transfert de compétences fait que, avec la métropole, on est en pleine incertitude et qu'on ne sait pas quand et comment la métropole reprendra en main le tourisme. Donc là, nous prolongeons un contrat jusqu'au 31 décembre 2017. Donc comment ça se passe? Si, non pas l'idée le 1er janvier, mais 1er mars ou 1er avril. Donc la métropole reprend Aux dernières informations, la métropole pense que nous ne pourrons pas... Non, mais attends, ne dire, non, on ne sait pas, Françoise, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a un groupe de travail qui est mis en place. Attention, là vous dites la métropole, c'est pas la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est toutes les métropoles de France. D'accord. Je parle du secteur qui nous intéresse. Voilà, mais la on loi dit NOTRe, récupérer des compétences, bah oui, non. on ne les récupère pas comme ça, les compétences. Je corrige, c'est la loi NOTRe qui oblige, vous êtes content du verbe obliger, la métropole à reprendre les compétences du tourisme. Maintenant, il faut que ça se mette en place. Mais bien sûr. Donc nous n'avons pas d'idée d'échéance à laquelle ils pourront reprendre. Et personne n'a d'idée. Par contre, Françoise, j'ai compris ce que tu c'est voulais dire, Françoise. La question, c'est on est persuadé qu'il faudra plus qu'un trimestre pour... voilà. Donc si ça se fait en cours d'année, c'est pour ça qu'on en a prévu 1 an. On s'est dit, voilà, laissons le temps à l'Office du tourisme de fonctionner normalement, de récupérer les contrats s'il le souhaite, etc. Et puis si ça se fait en cours d'année, ben, ça se fait en cours d'année. Hein. Le transfert se fera. Hein. C'est tout. Voilà, on ne sait pas, on n'a pas de délai précis, mais à mon avis, ça sera difficilement, voilà, au cours du 1er trimestre, hein, on n'y arrivera pas. Il y a tout à reprendre, il y a à définir les modalités du transfert, qu'est-ce qu'on transfère précisément, qu'est-ce qu'on ne transfère pas, comment on travaille, qu'est-ce qu'on maintient dans les collectivités locales, comment on travaille avec les collectivités locales, c'est très compliqué. Nous, notre volonté, c'était de dire, il faut que l'Office du tourisme de Carrosse continue ses activités et on lui laisse la possibilité de le faire en prévoyant une convention d'1 an. Ça, c'est sûr qu'on n'ira pas au bout de cette année, hein. Ça sera en cours d'année. Monsieur Noack. Je préfère votre dernière partie qui parle de la volonté de la métropole et aussi de notre volonté.
Parce que au début, j'ai trouvé que vous parliez de la loi NOTRe et de la loi sur les métropoles comme un peu coercitive. Elle est coercitive. Elle nous laisse tout de même beaucoup plus de liberté. Alors d'abord, ce n'est pas la loi NOTRe, le texte pour les métropoles sur la partie touristique date de 2014. Oui. Elle n'a pas été modifiée, elle a été reprise dans la loi NOTRe, elle a été intégrée, mais elle préexistait. Et à l'époque, au sein de la métropole, il y avait eu un débat de ce qu'il convenait de faire. Il avait été décidé unanimement que la promotion à l'international allait revenir à la métropole sur une partie presque économique. Et à ce moment-là, la métropole avait dit que les offices de tourisme locaux pouvaient rester locaux. Donc, c'est plus pareil aujourd'hui. Non, la loi n'a pas changé. Pas du tout. Pas du tout. Alors, pas du tout. Depuis c'est les articles de cette loi, l'article 5217-2 que vous citez n'a pas été modifié depuis le 20. Pas du tout. Il y a de nouvelles prérogatives. Mais attendez, on ne serait pas revenu. Hein, on ne serait pas revenu là-dessus. Donc, il y a eu des dispositions qui disent que ce n'est pas que la promotion touristique qui doit revenir à la métropole, mais c'est l'ensemble des compétences tourisme qui reviennent à la métropole. Alors, ce n'est pas ce que j'indiquais. Je dis que le texte n'a pas changé depuis 2014. Donc, ce qu'on avait pu faire en 2014, on aurait pu le maintenir. Le texte précise que, notamment, par exemple, la création d'offices de tourisme serait instantanément métropolitaine. Une commune ne peut plus en créer. Elle laisse plus de latitude sur le reste. Donc après, ça appartient à des choix. C'est pour ça qu'il y a un groupe de travail, d'accord. Donc voilà, l'idée, c'est de dire comment on applique la loi, qu'est-ce qu'on est obligé de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de faire. Voilà. Donc il y a un groupe de travail qui est mis en place, je vous l'ai dit, hein, pour justement étudier les modalités de l'application de la loi. Hein. Et voilà, c'est les maires qui vont définir, en sachant qu'il y a des choses qui seront contraintes. On ne pourra pas dire non, ça on ne l'applique pas, si la loi nous oblige de le faire. Et là, à ce jour, c'est plus complexe que ça. Je vous l'accorde que ce n'est pas si clair que ça dans les modalités d'application. Il y a une latitude, et notamment, par exemple, rien que sur le délai, il n'y a aucune coercition. Pour info, dans un c'est vous qui le dites, hein. C'est à partir du 1er janvier 2017. Hein. Dans l'alinéa précédent, il y a par exemple le fait que devrait être aussi